Bien, bonjour mesdames, messieurs. Tout d'abord une annonce. Le séminaire n'aura pas lieu dans cette salle, mais dans la salle 2. Donc à 11h45, nous démarrons en salle 2, le cours s'arrêtant à 11h30, ce qui laissera un petit quart d'heure de récupération. Comme on disait au Parc des Princes quand j'étais jeune, mi-temps, repos pour les joueurs, détente pour les spectateurs, en fumant une gitane, la cigarette des sportifs. C'était une autre époque. Alors, non, je ne vous dis pas repos, vous pouvez fumer, mais au contraire, tendez toutes les forces de votre esprit, élevez-vous jusqu'à la cime de la contemplation, en tout cas, ouvrez grand vos oreilles. Nous recommençons à peu près au point où nous en étions arrivés la semaine dernière. Donc j'avais rappelé que Rudolf Goclenius, 1547-1628, proposait dans son Lexicon Philosophicum de 1613 plusieurs distributions ou découpages des acceptions ontologiques du subjectum, distinguées dans la tradition antique. En ce cas, d'ailleurs, il s'agit de l'upokeimenon grec, ou médiévale, et là, il s'agit effectivement de subjectum, le mot latin. Donc, en somme, de l'Antiquité tardive gréco-latine jusqu'au début du XVIIe siècle, ni plus ni moins. Donc, Goclenius parcourt en distribution successive, en grilles successives, les diverses acceptions du sujet dans la tradition philosophique antérieure. Et donc, son dispositif s'ouvre sur une distinction entre sujet métaphysique et sujet axiomatique, autrement dit aussi sujet d'accident et sujet de prédicat. Le sujet métaphysique est le sujet d'accident, le sujet dit par lui axiomatique est le sujet de prédicat. Évidemment, axiomatique a ici un sens faible. Axioma renvoie effectivement à un énoncé, à un principe général, et même tout simplement à un prédicat, et non pas à ce que nous appelons aujourd'hui axiomatique, ça va de soi. Donc voici la première division donc, du sujet, subjectum, sujet métaphysique d'accident, sujet axiomatique de prédicat. La distinction, à l'évidence, entre sujet métaphysique et sujet axiomatique correspond à ce que nous avons appelé la semaine dernière sujet ontologique et sujet logique. Pourquoi Goclenius dit-il métaphysique et non pas ontologique? Il n'y a pas de raison majeure à cela, en dehors du fait que, à l'époque où il rédige son lexique, le mot ontologia, ou sa variante ontosophia, ontologie ou ontosophie, connaissance donc de l'étang ou discours sur l'étang, ce mot n'est pas encore bien établi dans l'usage philosophique
et pour cause, puisque l'on considère précisément que c'est Goclenius, qui est, sinon l'inventeur du terme, du moins l'un de ses tout premiers témoins. Et beaucoup considèrent qu'il est l'inventeur du terme. Le terme, d'ailleurs, est employé par lui, ontologia, dans l'article abstractio. Donc, dans son lexique, l'un des premiers termes qui figure dans le lexique, abstractio, contient une référence à l'ontologia, entendue comme philosophia de ente, philosophie de l'étant et ou de l'être. Donc, vous voyez, c'est assez tardivement, donc, dans les années 1600, que le mot d'ontologie, ontologia, est entré dans l'usage. Alors, c'est probablement pour cela qu'il ne l'emploie pas. Pourquoi dit-il axiomatique plutôt que logique? Bon, il y a une vieille tradition boétienne de l'axioma, mais à dire vrai, je serais tenté de répondre à ma propre question du pourquoi, n'est-ce pas, à la manière dont certains médiévaux, certains philosophes avéroïstes répondaient aux questions embarrassantes au Moyen Âge. Nescio Deus scit, je n'en sais rien, Dieu le sait. Cette phrase, qui passe d'ailleurs pour un des slogans de l'avéroïsme, un terme sur lequel nous reviendrons, est rappelée par Étienne Gilson dès la première édition de sa philosophie, de son histoire de la philosophie médiévale, 1922, tome 1, page 140. Si vous cherchez la source du Nescio Deus scit, ça peut toujours aider, surtout en période électorale, n'est-ce pas? Je n'en sais rien, mais il le sait. Le sujet métaphysique goclénien se subdivise en subjectum precius acceptum et objectum. C'est-à-dire sujet precius acceptum, pris de la manière la plus stricte, plus pressante, littéralement, et sujet pris d'une manière moins stricte, à savoir objectum, objet. Vous notez évidemment cette acception de subjectum, à savoir objet, qui est contraire à l'usage actuel de subjectif et du mot sujet. Discordance donc limitée, puisque c'est le sens large du mot sujet qui correspond à objectum. Discordance limitée, mais discordance tout de même, et en fait, discordance qui renvoie à, je cite, ce que j'avais évoqué dans ma leçon inaugurale sur les pas de Heidegger, évoquant le, je cite, complet bouleversement de sens, renversement de sens, qu'avait connu au seuil de la modernité, donc dans les années 1600 et même un peu avant, comme on va le voir, les mots subjectum et objectum. Et pour évoquer cette thèse de Heidegger, cette remarque de Heidegger, cette analyse de Heidegger, les mots subjectum et objectum ont échangé leur sens, si l'on peut dire, au seuil de la modernité. Je m'étais appuyé sur un texte sur lequel nous aurons l'occasion de revenir lorsque j'évoquerai plus précisément la question de la déconstruction et du statut de la déconstruction chez Heidegger. Donc cela avait été, dis-je, évoqué dans un texte de 1934, l'année du rectorat à Fribourg de Heidegger, et qui
porte le titre de Logik. C'est un cours, n'est-ce pas, ce texte? Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache, traduit donc par M. Bernard en 2008, la logique comme question en quête de la pleine essence du langage. J'ai pour principe de ne pas dire de mal des traducteurs, donc je n'en dirai pas là, d'autant que la traduction est assez bonne, soigneuse, réfléchie, méditée, mais le titre est un peu déroutant peut-être pour le lecteur. La logique comme question sur, c'est vrai que nach en direction, bon, mais on questionne vers, les heideggeriens adorent dire qu'ils questionnent en direction de, qu'ils questionnent vers. Bon, mais c'est une question qui porte sur l'essence de la langue, du langage, der Sprache. Alors, j'avais signalé que ce texte avait, j'avais signalé ça dans la leçon inaugurale, ce texte est donc le texte d'un cours qui avait été primitivement annoncé sous le titre de La science et l'État. Et le titre est changé ensuite, pour des raisons que nous évoquerons, et devient la logique comme question sur l'essence du langage. Reste que, quelles que soient les choses qu'on pourrait dire sur ce changement de titre, le cours de 1934 est une pièce centrale dans ma propre entreprise de déconstruction de l'interprétation heideggerienne de Descartes, qui est, je vous le rappelle, donc le but ultime qui est visé par ce cours. Alors, premier texte, que veut dire que l'homme soit sujet? Was heißt der Mensch sei Subjekt? Que signifie sujet? Was bedeutet Subjekt? Comment en vient-on à poser de cette manière l'être de l'homme? Je pourrais dire, eh bien, voilà des journées que nous cherchons à donner un sens à l'expression « la question du sujet », par laquelle nous avons commencé en lisant un propos de Foucault rapporté par Paul Venn, et réflexions qui nous ont conduit à nous interroger sur l'antériorité alléguée de la question du sujet sur celle de l'homme, selon Foucault, et nous reviendrons sur ce selon Foucault. Mais effectivement, on peut se demander si la vraie question du sujet n'est pas une question portant sur sujet et sur les usages de sujet, et si la vraie question du sujet n'est pas la question heideggerienne posée ici. Wie kommt es zu dieser Ansetzung des menschlichen Seins? Comment en vient-on à poser de cette manière, à savoir subjective, l'être de l'homme? Du coup, à l'évidence, question du sujet et question de l'homme ainsi entendu seraient, comme elles le sont, je crois, de fait, et nous le verrons et le justifierons historiquement et archéologiquement, elles sont inséparables. Alors, s'interroger sur l'antériorité de l'une par rapport à l'autre n'a de sens que dans une certaine perspective, dans une certaine intrigue, une certaine narration, un certain récit qui est celui de Foucault, et je vous proposerai dans les séances qui viennent de revenir sur ce point. Donc, qu'est-ce que cela signifie qu'on en soit venu à qualifier l'être de l'homme en termes de sujet? Et deuxième question, et c'est là la question du sujet, en tout cas pour moi c'est là la question archéologique sur sujet, en direction de sujet, si on veut parler ce jargon, et comme vous le voyez, elle est inséparable de la question de l'homme, puisque, comme le dit Heidegger, aussi bien sujet qu'être comme ont connu à ce moment un renversement
que l'on peut qualifier de renversement des concepts fondamentaux de la philosophie. Quoi de plus fondamental, effectivement, que homme, que sujet et qu'être. Comment et par quel chemin en est-on venu à ce renversement des concepts fondamentaux de la philosophie et que signifie-t-il? Il y a là à la fois une question archéologique et une question généalogique. Je préfère m'en tenir au terme d'archéologie et je m'expliquerai aussi là-dessus petit à petit. Alors, revenons maintenant à Goclenius, car nous sommes au début du chemin. Par quel chemin? Demande Heidegger. Et vous allez voir que c'est un chemin aride, un chemin austère, un chemin où semble manquer l'ingrédient principal de notre préparation d'ontologie alliée à l'anthropologie et à la psychologie, à savoir l'homme. Il y a beaucoup de choses, mais apparemment, l'homme manque dans le dispositif de Goclenius. Au seuil du processus, il brille par son absence, mais c'est normal puisqu'on s'achemine vers lui. Il n'y est peut-être pas d'emblée, quoique. Bon, voyons. Alors, notons les divers sens de ce subjectum. Je laisse de côté le sens large, le sens où subjectum veut dire objet, et croyez que nous y reviendrons. Je laisse provisoirement de côté et je me concentre sur la partie la plus technique, à savoir les deux acceptions du sujet pris au sens plus strict, precius acceptum. Chez Göckel, comme chez l'autre logicien que j'évoquais la semaine dernière, à savoir Franco Burgersdijk, Burgersdijkius, le sujet pris au sens plus strict se décompose en sujet de dénomination et en sujet d'inésion, in aesio, qui est un terme un peu savant pour inhérence. N'est-ce pas, nous avons quelques scrupules à parler d'inésion, que nous pouvons pourtant opposer facilement à adhésion, mais réciproquement, nous aurions quelques scrupules à introduire l'adhérence opposée à l'inhérence dans le vocabulaire et le lexique de l'ontologie. Pourtant, cela s'est fait et je l'évoquerai aussi. En tout cas, ayons en tête l'opposition entre dénomination et inésion. Il y a deux sortes de sujets pris, enfin, il y a deux acceptions fondamentales de sujets pris au sens le plus strict, sujet de dénomination, sujet d'une dénomination d'un côté, et de l'autre, sujet d'inésion. Alors vous avez ici une de ces savoureuses notices de Goclenius qui sont à la lexicographie ce que l'homéopathie est à la pharmacopée. Je veux dire, c'est tellement concentré que, effectivement, pour retrouver tout ce qui y est mis, là encore, il faudrait des heures, n'est-ce pas? Bon, alors, essayons. Tout d'abord, j'attire votre attention sur le fait que le sujet de dénomination, quelle que soit la définition qui va être donnée, est présenté en référence au conimbe, point, col, point. Alors, en fait, c'est un collectif, et ce collectif, ce sont les conimbrincenses, que nous allons appeler les conimbres en français. Les conimbres, c'est-à-dire les jésuites de l'université de Coimbra, au Portugal,
dont je vous recommande vivement la visite, puisque vous y verrez probablement une des plus belles bibliothèques du monde, la bibliothèque de Coimbra. Donc les jésuites de Coimbra, qui étaient les auteurs collectifs, effectivement, d'un cours de philosophie qui comprend notamment un cours de logique, qui aurait pu attirer votre attention sur les conimbres, en dehors de celles et ceux qui s'occupent de scolastique tardive. Eh bien, Descartes. Descartes, l'ancien élève du collège de la Flèche, conservait encore un certain souvenir des conimbres. Alors, pour être tout à fait honnête, je dois dire que c'était un souvenir empreint d'une certaine lassitude, puisque dans une lettre à Mersenne du 30 septembre 1640, Descartes demandait à son correspondant s'il existait un abrégé des conimbres qui, je cite, lui épargnerait le temps de lire leurs gros livres. Alors, bon, je n'ai pas mis ce texte en slides, comme on dit, mais je vous en lis une partie. Puisque, écrit Descartes à Mersenne, je dois recevoir les objections des jésuites dans 4 ou 5 mois, je crois qu'il faut que je me tienne en posture pour les attendre. Et cependant, j'ai envie de relire un peu leur philosophie, ce que je n'ai pas fait depuis 20 ans, afin de voir si elle me semblera maintenant meilleure qu'elle ne faisait autrefois. Et pour cet effet, je vous prie de me mander les noms des auteurs qui ont écrit des cours de philosophie et qui sont le plus suivis par eux, et s'ils en ont quelques nouveaux depuis 20 ans. Je ne me souviens plus que des conimbres, Toletus et Rubius. Je voudrais bien aussi savoir s'il y a quelqu'un qui a fait un abrégé de toute la philosophie de l'école et qui soit suivi, car cela m'épargnerait le temps de lire leurs gros livres. Dans une lettre à Mersenne du 3 décembre de la même année, Descartes confirme d'ailleurs qu'il trouve les livres en question, je cite, trop longs. Bon, alors Goclenius, voilà, lui ne pêche pas par la longueur, c'est le moins qu'on puisse dire. Il nous fournit donc une pilule, si je puis dire, de Coimbra, la fameuse pilule de Coimbra, comme il y a la médaille de je ne sais où. Eh bien, vous avez un comprimé de philosophie jésuite dans le domaine de la subjectivité du sujet. Voici donc le sujet de dénomination. Denominationis. Quod principale. Alors, il faudrait traduire le sujet de dénomination ou quod, quoi en français. Le quoi. Principale s'applique à subjectum, sujet principal. Donc ça donne le sujet de dénomination ou quoi ou sujet principal. Alors qu'est-ce que le sujet principal? Le quoi? En latin, le quod. Deux points. Quod dependentiam accidentium ultimo terminat. Ce qui termine ultimement la dépendance des accidents. Alors, si on est amateur de structures ontologiques nouvelles et de manière de parler que l'on ne rencontre pas à tous les coins de rue de l'ontologie, ceci est extrêmement intéressant. Je vais vous dire pourquoi, à mon avis, c'est intéressant. Alors, ce qui termine ultimement la dépendance des accidents. Suite. Hoc in rebus naturalibus. Cela dont je vous parle, autrement dit le quoi, autrement dit le sujet principal, in rebus naturalibus, dans les choses de la nature, est, c'est
donc ce sujet principal, dans les réalités naturelles, dans les choses de la nature, c'est le compositum physicum, le composé naturel, le composé physique, singulare, excusez-moi, dicitur et subjectum totale, c'est une belle construction latine, le composé naturel singulier qui est aussi appelé subjectum totale, sujet total. Donc je reprends. Le sujet de dénomination, c'est le quoi ou sujet principal, ce qui termine en dernier lieu, ce qui termine ultimement la dépendance des accidents. Et cela, dans les choses de la nature, c'est le composé physique, le singulier, qui est également dit sujet total. Voyez sur ce point l'éconymbre et dans l'éconymbre la disputatio, DISP, point, disputatio de anima separat, point. Alors là, c'est le genre d'abréviation qu'on aime, n'est-ce pas? Puisque ça tient lieu d'une lettre. Donc je ne sais pas trop s'il faut considérer que nous avons ici l'inventeur du morse, mais bon, le gain n'est pas énorme quand même. Hein. En tout cas, disputatio de anima separata, art.2. Donc cela renvoie à l'article 2 d'un traité Tractatus de anima separata, portant sur l'âme séparée, sous-entendu du corps, qui a été ajouté par les jésuites de Coimbra à leur commentaire du De Anima d'Aristote datant de 1598. Et donc ceci apparaît dans l'édition apparemment de 1603, mais peut-être que cela était attesté avant, je ne me lance pas là-dedans. Donc le sujet de dénomination, retenez, sujet total, composé physique qu'on appelle le quoi et qui est le sujet principal, autrement dit la principale signification, aussi la signification première de sujet pris au sens le plus strict. Et maintenant le sujet d'inésion. Inesionis vere vel quasi quo. Alors le sujet d'inésion à proprement parler, ou même pour ainsi dire, c'est ce qu'on pourrait nommer le quo, Q-U-O, mot latin. Le quo, autrement dit, qui accidentia proxime inaerent, celui auquel les accidents inhèrent de façon prochaine. Donc c'est le sujet d'inhérence, hein, le sujet prochain, le sujet immédiat de l'inhérence des accidents. Ce à quoi les accidents inhèrent prochainement. On l'appelle aussi subjectum partiale. Il est dit aussi par certains subjectum partiale, sujet partiel, et medium recipiendi, moyen de réception, donc intermédiaire, médium, moyen de réception, ce qui permet de recevoir, hein, l'intermédiaire. Notez la différence donc, entre sujet partiel et sujet total, composé naturel ou singulier, et sujet de dénomination, étant ce qui qualifie le sujet total par rapport au sujet partiel. Alors essayons de comprendre un peu de quoi il s'agit. Le quod est le sujet éloigné. Le quo est le sujet prochain. Il faut s'habituer à cette terminologie scolastique. Le sujet quod est celui qui reçoit l'accident par l'intermédiaire d'un autre. Alors, on veut un exemple. Je ne comprends pas, de quoi parlez-vous? Eh bien, où allons-nous chercher un exemple? Pour vous montrer à quel point l'invention cartésienne
à supposer qu'il y en ait une du moi ou de l'ego, du je, est relativement difficile à connecter à une invention du sujet, en sorte que l'expression de sujet cartésien représente pour nous un véritable problème archéologique, historique et philosophique, eh bien, il n'est que d'évoquer un auteur, parmi d'autres, qui représente ce qu'on appelle la scolastique cartésienne. Autrement dit, un de ces cartésiens qui ont enseigné, en parlant encore le langage de l'école, après Descartes, en se réclamant de lui, à Paris notamment. Un de ces auteurs est Edmond Pourchot, 1651-1734, qui propose un exemple qui nous permet de bien comprendre la différence et de bien reconstruire l'ensemble du dispositif de la subjectivité à l'orée ou au seuil du processus que j'essaie de décrire, qui va nous mener du sujet-sujet, si je puis dire, à l'homme-sujet ou au sujet humain, ce qui est encore loin d'être le cas. Voilà un exemple où apparemment est impliqué quelque chose comme la pensée, l'homme pensant. L'homme qui reçoit la philosophie, autrement dit, l'homme qui devient philosophe, reçoit la philosophie. Entendez par philosophie un ensemble de dispositions, de connaissances, etc., qui fondent une certaine aptitude et déterminent une certaine pratique intellectuelle. Mais retenez simplement philosophie. La philosophie est reçue par l'homme qui devient philosophe. Cette manière de dire vous irrite peut-être. Que veut dire la philosophie est reçue? On aurait envie de dire elle est apprise. Mais il est clair que dans cette perspective que j'essaie de vous faire entendre maintenant, sujet, c'est avant tout, d'abord et essentiellement, un récepteur. Dans le langage d'Aristote, est sujet ce qui reçoit précisément. Alors, du coup, notre scolastique cartésien, en cela plus scolastique que cartésien, n'est-ce pas, garde cette terminologie, ce lexique de la réception, parce qu'il correspond à une thèse philosophique qui, par ailleurs, elle-même nous renvoie à la façon dont on sait toujours représenter la question de de la possession d'un ensemble de dispositions intellectuelles susceptibles d'autoriser telle ou telle performance philosophique, mathématique, grammaticale, etc. C'est toujours soit par apprentissage auprès d'un maître, soit par inventio, découverte personnelle. Or, l'apprentissage auprès d'un maître suppose une transmission et suppose évidemment que quelque chose soit donné qui est reçu. Le maître donne, l'élève reçoit. Le sujet est donc bien le récepteur. La philosophie est reçue par l'homme. Mais comment est-elle reçue? L'homme devient philosophe, autrement dit, reçoit la philosophie par le truchement, par l'intermédiaire de l'esprit. La philosophie se rapporte d'abord, advient d'abord, arrive d'abord, se produit d'abord dans l'esprit de l'homme, ce qui fait que ensuite, et seulement ensuite, on peut dire que l'homme est devenu philosophe. Donc l'homme qui reçoit la philosophie par le truchement ou l'intermédiaire de l'esprit, c'est le sujet quod, et le sujet quo, qui est un ablatif d'instrument. Il faudrait dire donc le sujet par quoi, le sujet grâce à quoi, et le sujet quo, donc le sujet par quoi, est ce qui reçoit immédiatement l'accident, ici donc l'esprit pour la philosophie. Si l'on remet ensemble les indications de Pourchot, son exemple, et d'autre part la terminologie que nous avons
vu s'esquisser grâce à Goclenius, nous voyons donc qu'il y a quelque chose qui est reçu, une disposition, un ensemble de dispositions. Il y a un sujet récepteur immédiat qu'on appelle le sujet de l'inhésion ou sujet d'inhérence, qu'on appelle encore sujet par quoi, quo en latin ablatif instrumental, sujet qui est dit prochain, sujet qui est également dit partiel. C'est la partie de l'homme en quoi est reçu ce qui va faire de l'homme tout entier un philosophe. Homme, qui est le sujet de dénomination, on va se demander pourquoi on appelle ça comme ça, eh bien, est le sujet quod, c'est le sujet éloigné et c'est le sujet total. Voilà le dispositif. C'est quelque chose qui est évidemment tout à fait cadenassé et que vous retrouvez au début du XVIIe siècle à chaque page d'un traité de philosophie qui, de près ou de loin, engagerait quelque chose comme une question portant sur le sujet. Donc nous n'avons pas le choix. Ce système-là s'impose à nous et s'impose à l'historien qui veut comprendre ce qu'il en est du sujet ou du supposé sujet cartésien. La définition goclénienne donc du sujet de dénomination à laquelle je faisais allusion il y a un instant, à savoir ce qui termine la dépendance des accidents, oui, termine la dépendance. Je vous ai mis maintenant sur la planche la définition exacte qu'en donne Goclenius, parce qu'effectivement, l'expression « terminer la dépendance des accidents » n'est peut-être pas parfaitement transparente pour tout le monde, quoique elle pourrait l'être, et l'est certainement, auprès d'une catégorie particulière de savants ou de lettrés, à savoir les grammairiens. En effet, l'expression terminaison de la dépendance appartient à la terminologie syntaxique des grammairiens médiévaux et notamment de ces philosophes du langage, grammairiens et logiciens, qu'on appelle les modistes, à savoir ceux qui ont construit tout un système littéralement philosophique, n'est-ce pas, d'une certaine manière, puisque ils exposent ce qu'il en est du langage et de la pensée sur la base d'une correspondance stricte et d'une relation à la fois d'isomorphie et en même temps de causalité entre ce qu'ils analysent comme les modes d'être des choses auxquels correspondent les modes d'être de la pensée, à quoi correspondent les modes de signifier des expressions qui constituent le langage. Donc, modi essendi, les modes d'être, modi intelligendi, les modes de pensée, et modi significandi, et les modes de signifier les choses, les choses, la pensée, les mots. N'oubliez pas ce trio dont on verra bientôt qu'il est un triangle, car nous y reviendrons dans le séminaire tout à l'heure. Qu'est-ce que terminer la dépendance? Alors, nous pourrons peut-être avoir des considérations sur cette question si cela vous intéresse
du point de vue grammatical et du point de vue des grammairiens. Mais pour le moment, je veux simplement noter que cette notion qui est fondamentale en syntaxe est aussi fondamentale, si l'on peut dire, dans une sorte de syntaxe des choses. Elle n'est pas fondamentale seulement dans le domaine du langage et de la pensée, elle est aussi ici, dans le domaine de l'être. Et vous avez ici une définition de la terminaison de la dépendance qui est donnée au niveau de l'être des choses, ontologiquement. Terminer ultimement, ultimo terminare, est adulterius non referre. C'est ne pas renvoyer encore à autre chose. Sed, mais au contraire, in se claudere et finire, enfermer en soi et finir, donner donc une finition. Ut Socrates accidentium dependentiam ultimo terminat. Id est, accidentia prosse fulcit et sustentat, nec eorum dependentiam adulterius refert. Dire que Socrate, alors Socrate est toujours le malheureux, n'est-ce pas? Au fil des années, il a perdu son statut d'accoucheur et d'éveilleur des âmes pour devenir le nom d'un individu en général, n'est-ce pas? Au lieu de dire X, on dit Socrate, on dit même Sor, S-O-R, une fois abrégé dans les manuscrits médiévaux, n'est-ce pas? Voire S-O, So. Bon, mais c'est le nom qui désigne Socrate toujours, qui renvoie à un individu. Donc, Socrate, dire que Socrate termine ultimement la dépendance des accidents veut dire qu'il fulcit prosse et sustentat, qu'il porte et soutient par-devers lui, pour lui, par lui-même, les accidents. De son côté, prosse, n'est-ce pas? Nec eorum dependentiam adulterius refert, sans, n'est-ce pas? Pour lui-même, n'est-ce pas? Sans déléguer, n'est-ce pas? Sans renvoyer la dépendance des 10 accidents encore à autre chose. Alors, est-ce que tout prédicat est dénominatif? Est-ce que tout prédicat est accidentel? Non. Il y a des prédicats accidentels, il y a des prédicats essentiels. Tout prédicat n'est donc pas accidentel. Tout prédicat n'est pas dénominatif. Certains prédicats qui ne sont pas dénominatifs, donc, et qui sont essentiels, disent autre chose qu'un accident du sujet et disent l'essence de la chose. Laquelle essence, évidemment, par rapport à l'accident, se distingue de l'accident par le fait qu'elle n'est pas reçue comme un accident de l'extérieur par le sujet. L'essence de Socrate n'est pas reçue de l'extérieur, n'a pas à être terminée dans sa dépendance par rapport à Socrate, puisque précisément l'essence de Socrate ne dépend pas de Socrate. L'essence de Socrate, c'est Socrate. Bon. Ce qui dépend de Socrate, c'est le fait d'avoir les cheveux bouclés, d'avoir une barbe, d'être l'époux de telle ou telle compagne, plus ou moins, comment dirais-je, attirante, enfin, etc. Donc, les prédicats essentiels qui disent l'essence d'une chose ne sont pas des dénominatifs, ils expriment ce qu'est la chose, ils sont donc eux-mêmes l'expression de ce qu'elle est et ils sont exprimables, comme on dit, dans une définition. Une chose
ne se laisse définir que par ses caractéristiques essentielles, ses traits essentiels, et non pas par ses accidents. Donc du coup, aux distinctions que je viens de faire entre le sujet de dénomination et le sujet d'inésion, je dois ajouter une distinction entre deux types de prédication, la prédication essentielle qui vous dit ce que c'est qu'une chose et la prédication accidentelle qui vous dit ce qui arrive à une chose, qui est là et qui tout à coup n'est plus là. Conformément à l'une des définitions de l'accident au Moyen Âge, est un accident ce qui arrive ou s'en va sans entraîner la destruction du sujet. Je peux rougir, puis pâlir, je n'en suis pas pour autant détruit, sauf métaphoriquement, dans ces formes de langage emphatique que nous aimons utiliser aujourd'hui. J'étais détruit, enfin bon, non, on n'est pas détruit, on rougit, on pâlit, je ne tremble plus, etc. Tout ça arrive et s'en va, cela n'altère en rien ce que c'est que d'être pour le sujet en question. Donc, aux distinctions que j'ai faites jusqu'ici, j'ajoute une distinction entre deux modes de prédication, la prédication accidentelle et la prédication essentielle. La prédication essentielle et la prédication accidentelle portent des noms techniques dans la philosophie tardo-médiévale et dans la philosophie à l'âge de la première modernité. Et si on ne connaît pas ces acceptions, on ne comprend pas exactement ce qu'on lit. Voilà donc un résumé de tout ce qu'il faut savoir et de tout ce qu'on a vu jusqu'ici pour avancer dans le travail qui nous attend, à savoir la rencontre entre le sujet et l'homme, à l'égide, à l'enseigne plus exactement, sous l'égide à l'enseigne du sujet-agent. Alors, d'abord, la distinction entre sujet d'attribution, de prédication, de dénomination, sujet logique, pros categorian, vous vous souvenez, sujet d'existence, de sujet de prédication, je veux dire, dans le langage des commentateurs grecs d'Aristote. Opposé à sujet d'inhérence, d'inhésion, d'existence, sujet ontologique pros uparxin, dans le langage des commentateurs grecs. Voilà d'un côté, sujet d'attribution, sujet d'inhérence, sujet pros categorian, sujet pros uparxin. Deux types de prédication. La prédication essentielle, dont vous voyez que j'ajoute le terme synonymique, qui vient directement des catégories d'Aristote. Une prédication essentielle est dite synonymique par Aristote, c'est-à-dire que ce qui est prédiqué du sujet en est prédiqué selon le nom et la définition. La définition. Homme est prédiqué de Socrate. Non, Socrate est un homme selon le nom. Socrate est un homme, est appelé homme et mérite bien d'être appelé homme, car la définition d'homme s'applique à lui, à savoir animal, raisonnable, doué de logos, comme on dit, raisonnable et mortel. Donc, synonymique, l'attribution synonymique, c'est l'attribution essentielle. Et vous voyez qu'en latin, je suis obligé d'ajouter cela, car nous le retrouverons. On dit qu'un terme qui est prédiqué essentiellement ou synonymiquement de son sujet en est prédiqué ut de subjecto, comme étant dit du sujet, à titre de ce qui est dit du sujet. Dit du sujet pour dire ce qu'il est, pour dire ce qu'il en est de ce sujet. Ut de subjecto, terme technique, qui est médiéval, évidemment. La prédication accidentelle, vous voyez qu'on l'appelle dénominative. Vous comprenez donc que dénominatif s'oppose à synonymique et que vous pourrez trouver désormais dans la littérature soit une opposition entre prédication essentielle et prédication accidentelle, soit une opposition entre prédication synonymique et prédication dénominative. Dites-vous bien toujours que c'est la même chose.
je passe sur les deux expressions, ut de subjecto, ut in subjecto, mais bien, il est clair que être prédiqué pour un prédicat ut in subjecto, c'est être prédiqué d'un sujet comme étant dans ce sujet. D'un côté, être prédiqué comme étant dit de ce sujet, dit signifiant ce qui dit l'essence d'une chose, hein, et d'autre part, in, être prédiqué comme étant dans le sujet, eh bien, comme ayant sa résidence ou fixation dans ce qui termine précisément la dépendance, ce qui fixe la chose, ce qui la maintient dans l'être, ce qui la soutient, le sujet. Voilà, donc d'un côté l'essence, de l'autre l'accident qui est dans un sujet, d'un côté l'essence qui est dite du sujet au sens où l'énoncé essentiel dit ce qu'il en est d'une chose, hein, ce qu'elle est essentiellement, ce qui peut être exprimé dans et par une définition, alors que jamais une chose ne sera définie par des accidents. Elle peut être décrite au moyen d'accidents. C'est la grande différence que font les commentateurs d'Aristote dès le VIe siècle. On a d'un côté la définition, de l'autre la description, mais la description, une description change, n'est-ce pas? Vous décrivez un paysage le matin, vous le décrivez le soir, ça a changé. Bon, c'est normal. Alors que la définition de l'homme, dans ce système ontologique où les choses sont ce qu'elles sont, et le monde ce que nous savons, comme aurait dit l'autre, dans ce monde où les choses sont ce qu'elles sont, la définition est par excellence ce qui ne change pas. Hein. Alors, voilà, on a ici, je pense, si l'on combine maintenant toutes ces acceptions, on a les différentes significations, disons, du mot sujet dont nous allons avoir besoin. Voilà, au seuil donc de la modernité, dans sa complexité logique, le réseau ontologique du sujet dont va hériter Descartes et dont hérite malheureusement aussi du même coup l'historien de la pensée de la première modernité, l'historien de la philosophie qui se mettrait en quête du sujet humain, du sujet pensant, du sujet agent. Donc je vais me concentrer maintenant sur le point 1, la distinction entre sujet d'attribution et sujet d'inhérence. Qu'est-ce que cela nous apprend? Eh bien, sur quoi cela attire-t-il notre attention? Eh bien, ce couple bien constitué, dont on ne voit pas comment quoi que ce soit d'autre pourrait s'inviter au bal et entrer en quelque sorte dans le dispositif cadenassé, ce dispositif, ce couple précisément, nous aide à comprendre ce qui manque pour que nous puissions nous acheminer enfin vers un sujet-agent humain. Il n'est pas question dans ce dispositif de sujet-agent, c'est clair. Il n'est pas question de sujet d'une action au sens, dans le sens où sujet signifierait agent ou acteur. Donc, comment ce sujet d'attribution ou ce sujet d'inhérence devient-il sujet-agent? Voilà la question qu'on peut se poser. Il est un peu tôt pour le dire. En revanche, on peut formuler une condition, on peut définir un cahier des charges, on doit formuler une condition que doit remplir le concept de sujet pour accéder à ce qu'on pourrait appeler l'agence ou l'activité ou l'agir. Dans un usage normal, dans un usage ordinaire du langage, une action, un acte s'attribue à quelqu'un et non pas à quelque chose. Le concept de sujet, si nous voulons le voir devenir sujet-agent, doit donc pouvoir assumer ce passage du quoi, QOI, au qui.
au sujet d'attribution d'une qualité, d'un état, d'une propriété accidentelle, être rouge, être blanc, ou essentielle, être un homme, on doit, si l'on veut qu'il soit considéré comme synonyme d'agent, on doit ajouter à ce sujet une caractéristique nouvelle qu'on va appeler l'imputation. Un sujet d'action, si jamais ce terme doit avoir un sens, et il doit bien en avoir un puisque nous l'utilisons couramment aujourd'hui dans ce sens, un sujet d'action, si ce terme doit avoir un sens, doit être un sujet auquel une action est imputable. Il doit être, en somme, un sujet d'imputation. On se heurte ici à la fois au naturel et au paradoxe. Le passage du sujet d'attribution au sujet d'imputation, en un sens, est naturel, il va de soi, il n'a rien de surprenant. Si l'on a à l'esprit que kategorein, le verbe grec qui a donné le mot kategoria, a les deux sens, attribué et imputé. Le paradoxe commence quand on voit que des deux sens du mot kategorein, c'est celui d'imputation qui est historiquement le premier. Autrement dit, qu'en grec, vous avez un premier sens de kategorein, que je vais appeler kategorein 1, qui est accuser quelqu'un de quelque chose. Avant donc le sens second, le deuxième sens, le second sens, kategorein 2, qui est attribuer quelque chose à quelque chose. Deux sens de kategorein. Accuser quelqu'un de quelque chose, attribuer quelque chose à quelque chose. Donc, historiquement, le premier sens, c'est le sens courant en grec. Le deuxième sens, c'est le sens philosophique auquel Aristote a puissamment contribué. Il a d'ailleurs si puissamment contribué qu'il est même considéré comme celui qui a, au fond, introduit ce sens. Vous trouverez plus d'explications sur ce point dans l'excellent texte de Johnson Barnes, Les catégories et les catégories, la chose et le livre d'Aristote, dans un ouvrage collectif intitulé Les catégories et leur histoire. Donc le mot catégorein est passé du lexicographiquement, n'est-ce pas? Il est passé du lexique de l'imputation à celui de l'attribution en devenant un mot philosophique. Comme l'écrit Barnes, Aristote a saisi le verbe, l'a arraché de son sol natal, l'a transplanté dans son jardin philosophique. En faisant cela, il a élargi le sens et l'application du verbe. L'accusation hostile devient une attribution neutre et le quelqu'un qui est accusé devient un quelque chose. Accuser quelqu'un de quelque chose devient attribuer quelque chose à quelque chose. Accuser X de Y devient dire Y de X. Il est difficile d'être plus clair. Cette dérivation de catégorein était bien connue des anciens, particulièrement des commentateurs de Porphyre et d'Aristote, excusez-moi. Porphyre ne s'est pas commenté lui-même quand même, des commentateurs d'Aristote comme Porphyre. Et Porphyre donc a laissé une page, au début d'ailleurs de son commentaire des catégories, sur cette question. Le paradoxe, j'ai fait allusion au naturel, je viens maintenant au paradoxe. Le paradoxe, au fond, c'est que la notion de sujet, je vous ai dit, il faut que le sujet d'attribution devienne sujet d'imputation pour que nous ayons enfin cela, la possibilité de cela, un sujet agent, un sujet d'action. Bon. Le paradoxe, c'est que la notion de sujet n'a pas suivi le trajet du verbe catégorein. Le verbe catégorein qui est passé d'imputation à attribution, comme je vous l'ai dit,
mais que précisément, et à l'époque moderne, c'est le trajet inverse lorsque le mot sujet apparaît comme sujet d'imputation, eh bien c'est après que le sujet d'attribution a été effectivement défini. Autrement dit, ce que je vais appeler le sujet d'imputation et que je pourrais appeler le sujet moral, apparaît après le sujet d'attribution ontologique, alors que le verbe catégorein est passé de la signification imputation à la signification attribution. Donc on a une permutation remarquable. Sur la longue durée, les sens de catégorein jusqu'à Aristote nous présentent l'ordre que vous avez ici. Le catégorein 1 accusé précède le catégorein 2, à savoir attribué, alors que du côté du sujet, bien après, la notion de sujet d'imputation, elle est postérieure, quoique fondée sur le premier usage de catégorein, à la notion de sujet d'attribution qui, elle, est fondée sur la deuxième acception de catégorein. Vous avez donc, au premier étage, si je puis dire, de mon dispositif, vous avez l'histoire du verbe, catégorein 1 imputé, catégorein 2 attribué, et à l'étage inférieur, quelques siècles plus tard, n'est-ce pas, le sujet d'attribution qui a été fondé sur l'acception seconde de catégorein, qui précède, et de loin et largement, le sujet d'imputation fondé pourtant sur le premier sens historiquement attesté de catégorein. C'est ce que j'appelle une permutation remarquable. Et pourquoi cette espèce de figure en chicane, n'est-ce pas, en Z? C'est normal, au fond, dans la pensée moderne, puisque c'est à l'âge moderne que le sujet d'imputation apparaît, eh bien, de Locke à Scheler, de John Locke à Max Scheler, mort, je vous le rappelle, en 1928 quand même, la notion de sujet d'imputation se construit sur la base d'une capacité qui est reconnue à l'homme d'attribution et ou d'auto-attribution fondant l'appropriation d'un acte à une personne ou par une personne. C'est cette appropriation, cette capacité de s'attribuer à soi-même un acte qu'on a accompli qui fait de l'homme un sujet d'imputation, c'est-à-dire une personne. Tout commence avec Locke. Le duo donc des deux sens de catégorein se retrouve au XVIIIe siècle dans le couple lockéen impute, en anglais, to impute, et K2, to attribute, impute, attribute, et évidemment, les sujets vont être articulés dans l'ordre inverse de ce qu'attestait l'histoire de la langue grecque. Donc, l'histoire du sujet présente dans l'ordre inverse l'évolution qu'a connue le verbe catégorein en grec. Et donc cette imputation, ça n'est pas un terme de rien du tout, c'est le maillon essentiel, et je terminerai là-dessus, c'est le maillon essentiel de la construction du rapport entre rien de moins que consciousness, ce terme qui a posé tant de problèmes au traducteur français Pierre Coste de Locke, qui en 1702 ne trouve pas de mot pour traduire consciousness, hésite avec consciosité et finalement opte pour un trait d'union qui n'est pas heideggerien, con-science, n'est-ce pas, parce que effectivement la skonkentia c'est un terme moral et pas du tout ce qu'on veut lui faire dire ici
à savoir ce que nous appelons, nous, si normalement, si naturellement, si évidemment, la conscience de soi. Alors, l'imputation, c'est le maillon essentiel de la construction du rapport entre consciousness, self, autre casse-tête pour le pauvre Coste, comment traduire self, on verra, et person. En tant que person, heureusement, on se rend bien compte là qu'on a affaire à un terme technique, mais en même temps, tragiquement, on se dit qu'il est saturé d'histoire, person, dont Locke nous dit dans l'essai philosophique concernant l'entendement humain de 27, paragraphe 26, traduction Pierre Coste, 1702, le mot de personne est un terme de barreau, a forensic term, c'est un terme juridique. Le mot de personne est un terme de barreau qui approprie des actions et le mérite ou le démérite de ces actions, c'est-à-dire qu'il donne un propriétaire à ces actions. Le sujet d'imputation est d'abord un sujet propriétaire. Tu voulais posséder quelque chose, tiens, voilà, tu as tes actes et là tu en deviens responsable. Le mot de personne est un terme de barreau qui approprie des actions et le mérite ou le démérite de ces actions et qui par conséquent n'appartient qu'à des agents intelligents capables de loi et de bonheur ou de misère. L'attribution fonde l'imputation. On a donc un dispositif croisé sur lequel je reviendrai la semaine prochaine. Catégorie 1, accusé, impute, qui nous donne le sujet 2, sujet d'imputation, l'homme individuel, la personne, le self, tandis que catégorie 2, attribué, attribute, nous renvoie au sujet 1, sujet d'attribution, l'homme, l'âme, l'esprit, le corps. Il faut être d'abord sujet d'attribution pour être sujet d'imputation, puisque pour passer de l'un à l'autre, il faut être capable de s'attribuer à soi-même ses propres actes. Merci.